va passer aux échanges à la salle, hein, si vous voulez bien. Donc c'est à François que je vais demander qui a classé les questions par thème. Donc vous allez, François, pouvoir les exprimer et je vais repasser le micro pour que vous puissiez répondre. Merci beaucoup. On fait au fur et à mesure. Comment fait-on? Je vous propose, j'ai regroupé les questions par thème, et donc je vous propose que vous y répondiez à chaque étape. Parfait. Alors pour rebondir un peu sur la dernière partie de votre propos, qui était aussi la première, des questions qui tournent autour de je sais que je ne sais rien, est-ce par simplicité ou incertitude? Comment éduquer à l'imprévu, la surprise, l'incertitude, au risque, à la responsabilité dans un contexte éducatif où il est interdit de perturber les étudiants? Et pourquoi certaines personnes ne veulent pas savoir qu'elles ne savent pas? Quelle éducation possible? Merci des questions, et je crains de souscrire aux différentes formulations. Je pense qu'on est à une époque très, très contradictoire. On est dans un monde que nous reconnaissons comme incertain. Je crois que si on voit les médias, etc., on en a plein la bouche de la complexité, la mondialisation, l'incertitude, les choses qui bougent énormément, on sait qu'on ne sait pas, etc. Puis en même temps, on a des discours extrêmement convenus, par exemple, sur le fait d'être en désaccord. On parle beaucoup de désaccord, mais on ne sait pas très bien le faire. On revendique la diversité, on ne sait pas très bien la vivre. Il suffit de voir ce qui se passe dans les élections européennes récentes. Et donc, il y a une tension. Mais cette tension, je pense qu'on peut commencer à progresser en direction de la réponse aux différentes questions qui ont été posées. Je retiens comme question fondamentale, comment on fait pour accepter qu'on ne sait rien et que ça serve à quelque chose, si je puis dire. J'interprète comme ça, vous me direz si c'est correct ou pas. Je ne sais pas s'il y aura un deuxième jeu de questions-réponses, mais voilà comment j'entends la question. Ce que je voudrais faire remarquer, c'est que nous sommes faits des deux choses, nous humains. Nous sommes faits d'une nécessité essentielle de stabilité. Sans stabilité, on ne peut pas vivre. Et il est intéressant d'observer que ce qui fait notre stabilité, c'est ce que nous savons déjà faire. Ce que nous savons déjà faire, on l'a appris depuis toujours, depuis la plus tendre enfance. Exemple, prendre une douche, se lever, s'habiller, faire un café, etc. Et puis après, ce que nous savons déjà faire, ce sont nos compétences professionnelles. C'est l'usage du langage, c'est de savoir calculer quand on n'a pas seulement tout le temps une calculette sous la main, etc. Calculette, le mot a vieilli, mais enfin. Autrement dit, on a besoin de stabilité et on peut observer que nous sommes saturés de compétences qu'on a apprises depuis toute petite et tout petit. Et ça fait notre assise et ça nous rassure et ça crée ce qu'on appelle une zone de confort. Autrement dit, nous avons besoin de confort. Mais en même temps, comme je l'ai dit à la fin, vous l'avez très bien rappelé en effet, nous sommes le fait même d'être debout. Nous les humains, nous sommes le fait d'être debout. Et dès qu'on est debout, on est capable de tomber. Et on est toujours en train de tomber. Et cliniquement, il est très intéressant d'observer ceci, nous le savons maintenant très bien. Les bébés que nous avons été, alors je m'excuse de ravaler tout le monde à ce rang de tout petits bébés, filles ou garçons, mais quand nous nous sommes levés pour la première fois pour marcher seuls, il paraît, et c'est très intéressant, moi en tout cas j'ai ce souvenir intime, je vais vous raconter, mais il paraît que les bébés que nous avons été, donc ceux qui viennent, ne savent pas ce que c'est que se lancer dans le vide, même s'il y a un sol, tant qu'ils ne l'ont pas fait. Autrement dit, le premier pas d'un petit homme, fille ou garçon, est un premier pas vertigineux qui va vers une chute potentiellement infinie. Et je crois que nous savons tous potentiellement ce que c'est que ce cauchemar de tomber sans appui. Les bébés, même s'ils voient les autres marcher et qu'il y a bien un appui, eh ben la première fois où ils se lèvent, puis bon, je ne vais pas le mimer, ça va, mais voilà, n'est-ce pas? Ils ne savent pas qu'il y a un sol. Nous ne savons pas qu'il y a un sol. Donc nous sommes l'incertitude. Nous avons su aller vers l'incertitude, au moins une fois. Et elle est fondamentale cette fois-là, parce qu'elle dit toute l'humanité. L'humanité est complètement ouverte. Même si, pour être debout, nous avons absolument besoin d'un sol, eh bien nous sommes ces deux besoins. L'ouverture vers l'incertitude, c'est nous la complexité. Incertitude comme première caractéristique. Et puis, le besoin de simplicité, de contrôle, d'appui, d'assise, d'être rassuré sur une zone de confort, c'est aussi nous. C'est l'équilibre qu'il faut trouver. Et quand vous dites que l'éducation ne forme pas à l'incertitude, c'est vrai, sur beaucoup de plans. C'est-à-dire qu'on a des éducations de sachants. Mais il le faut. Sans éducation de sachants, on reste vide. Si on n'éduque plus du tout
et qu'on ne donne plus rien aux jeunes comme étant des évidences, ils vont avoir 15 ans et ils vont être vides. Ça s'appelle le nihilisme. C'est extrêmement dangereux. Parce que du coup, le sens du jugement n'est pas formé. Donc il faut absolument donner des bases solides, et ce n'est qu'à partir du moment où on a des bases solides qu'on peut commencer à les quitter. Mais on ne peut rien quitter tant qu'on n'a pas reçu. Et donc, l'éducation en première étape, c'est capital de donner des choses qui sont simples, stables, solides. Point. L'orthographe, le calcul, machin. C'est en train de se perdre, mais peut-être pas tout à fait. Et à partir du moment où on a tout ceci, on peut commencer à réfléchir au sens critique, à la capacité de poser des questions, à la capacité de douter, à la capacité de faire un écart par rapport aux évidences, à la capacité de se dire « je me trompe peut-être ». Et ça, c'est l'éducation fondamentale du sens critique que l'un des premiers à avoir explicitement mis en lumière magistralement est Montaigne. Alors la question devient, mais comment on fait pour cultiver ce sens-là? Alors je prends un exemple des entreprises. Les entreprises sont prises actuellement dans un besoin, un désir compulsif de changement qui est parfaitement légitime, parce que si une entreprise actuellement ne change pas, elle s'effondre. Donc il faut changer. Mais ce qu'il y a de problématique dans la posture compulsive pour le changement actuellement, c'est que les entreprises, en voulant changer, ont une tendance furieuse à faire table rase du passé. J'étais récemment dans une formation où un industriel qui avait appris une mauvaise nouvelle au déjeuner, il perdait 15% de son chiffre d'affaires parce qu'une très grosse entreprise enlevait se déplaçait, quoi. Eh ben, le bonhomme, terrorisé, dit « Je vais éliminer tous les hommes que j'ai dans ma boîte et je vais acquérir des machines, tant pis pour le savoir-faire que j'ai. » C'est une catastrophe. J'espère que je l'en ai dissuadé, je ne suis pas sûr. Mais j'ai tenté de lui faire approcher ceci que je vais utiliser maintenant. Nous savons tous toujours déjà faire des tonnes de choses. Et dans ces tonnes de choses immenses que nous savons faire, il y a toujours à prendre pour extraire des compétences et les utiliser dans des contextes nouveaux. Le changement ne se fait jamais sans appui. Jamais. Si vous symbolisez le changement par une prise d'élan, et donc je saute, pour m'élancer, il faut que j'ai un appui solide. Qu'est-ce qu'est l'appui solide à partir duquel je peux sauter? Ce sont mes compétences. C'est ce que je sais déjà faire, qui ne me bloque qu'autant que je crois qu'il n'y a rien d'autre et que je suis terrorisé d'aller dans le vide. Eh bien, proposition de méthode, si vous faites reconnaître aux gens leurs compétences, si vous leur faites prendre conscience de ce qu'ils savent déjà faire, si vous saluez ce qu'ils savent faire et vous les aidez à expliciter leurs compétences, ils vont d'eux-mêmes se mettre en route vers le changement. Parce qu'on peut quitter quelque chose qu'on reconnaît. On peut très difficilement quitter quelque chose qu'on ne reconnaît pas. Et quand une entreprise est compulsivement orientée vers le changement en disant « tout ce qu'on a fait jusqu'ici est mauvais », elle paralyse tout le monde. Si en revanche on dit « ce qu'on a fait jusqu'ici c'était top », dans le contexte où on était, maintenant il faut changer pour telle raison, regardons ce qu'on sait faire, qu'on va emmener avec nous, et regardons ce qu'il faut apprendre, là ça commence à être beaucoup plus vivant, positif et moins inquiétant. Pourquoi le changement fait peur? Parce que de toute façon il nous fait tomber potentiellement. Donc évidemment ça fait peur. Donc il faut dans l'éducation à la fois de la stabilité, à la fois l'éducation au sens critique, et cette habitude de prendre distance par rapport aux évidences et par rapport à ce qu'on sait déjà faire. Je vous traduis le propos de Socrate. Je sais que je ne sais rien. Donc, ou traduction, j'apprends tout le temps. Voilà, j'ai fini. D'autres questions qui tournent autour de l'exemple que vous avez pris sur la voiture. Une remarque d'abord, le conducteur du véhicule, sans délégation de conduite, ne sait pas si les garçons qui traversent hors passage piéton est Einstein ou Hitler, voire Victor Hugo. Entre parenthèses, encore que dans ce cas dernier. Disons que Victor Hugo, il n'est pas forcément de voiture aussi. Ça, c'était la première remarque. La deuxième, c'est un système autonome définit ses propres règles. Est-ce que ce n'est pas le cas d'un véhicule dit autonome qui suit, sauf exception, le cadre de la route, à minima? Ceci implique un véhicule à délégation de conduite ou un véhicule automatisé. La différence qu'il pourrait y avoir entre les deux. En introduisant du hasard dans les machines, peut-on contenir les problèmes induits par le surdéterminisme? Tout tourne autour de ces questions. La logique de moyens est-elle préférable à la logique de résultat dans toutes les situations et pas seulement dans les situations d'urgence?
Dernière question. Alors, comment sortir du dilemme de la voiture de façon pratique et opérationnelle ? Ça, c'est quelqu'un qui veut du résultat. Il me semble que les deux questions essentielles sont évidemment de dire mais les humains, ils ne savent pas si Einstein a harcelé des gens dans son passé récent, ils ne savent pas si c'est Hitler, etc. La difficulté, c'est qu'on croit qu'on peut encoder la probabilité. C'est-à-dire, la difficulté, c'est qu'on pense qu'on peut cartographier à l'avance les possibles. Ça, je crois que c'est fondamentalement impossible. C'est mon avis et je me trompe peut-être. Et si ça devenait possible, je crois que ce n'est pas pertinent. Parce que de toute façon, la situation, si elle est imprévue par définition, on ne peut pas la schématiser à l'avance, de manière à ce que le véhicule dit autonome prenne une option ou une autre. Nous-mêmes, nous ne savons pas. Et là, je reviens à la question de savoir ce que c'est que l'intelligence. Quand on parle d'intelligence artificielle supérieure à celle de l'humain, encore faudrait-il savoir ce que c'est que l'intelligence humaine. Or, l'intelligence humaine, si elle s'exerce, ce n'est pas du tout seulement au niveau du cerveau qu'on connaît un peu et encore, mais assez fondamentalement au niveau du cervelet, qu'on connaît très mal. Quasiment rien. Et sans le cervelet, ce qu'on appelle notre cerveau n'est rien. Et on peut ajouter que sans notre corps entier, notre cerveau n'est rien, et réciproquement, ça on le sait bien. Mais le danger, c'est de présupposer que encoder à l'avance peut nous permettre de faire prendre une décision à une machine quand nous-mêmes, nous ne saurions pas prendre de décision. La question peut devenir, est-ce que les ingénieurs à qui on demande de fabriquer les logiciels sont, eux, capables de se dire « moi, je ferai quoi dans telle situation extrême ?» Moi, je resterai très, très prudent là-dessus. Et le deuxième point est lié éminemment au premier, je pense, qui passe par la question de savoir si on met du hasard dans une machine, est-ce que ça résout le problème du contrôle rêvé à l'avance. Le deuxième point, c'est celui du rapport entre résultat et moyen. Alors, je ne sais pas d'où vient la question, mais je la trouve capitale. Il me semble que nous devons réapprendre à fonctionner sur la base d'obligations de moyens, tout autant que de résultats. Actuellement, nous sommes dans un fonctionnement d'obligations, de résultats, de plus en plus, et c'est à cran, à cause de la compétition, et d'une mondialisation dont on croit qu'elle ne fait que resserrer le monde. Et dans l'angoisse de ne pas être assez performant, on est constamment dans le résultat. Et les entreprises sont de plus en plus dans du court-termisme extrêmement dangereux. Le court-termisme et le désir et le rêve de résultat, c'est la même chose. L'acceptation qu'il y a obligation de moyens, qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais qu'on essaye quand même de vivre et que la vie est un sens, c'est une ouverture vers le moyen et le long terme et vers l'ailleurs. Et donc, à la question de savoir s'il faut cultiver le sens de l'obligation de moyens, ne serait-ce que tout autant que le sens de l'obligation de résultat, moi je dirais volontiers oui, si ce n'est plus, tellement on est fasciné actuellement par le résultat. Nous sommes dans une culture, vous avez remarqué, où il y a des solutions partout. Le terme vient du design. Mais ce n'est pas le design qui est en cause, c'est notre posture. Nous rêvons de solutions partout et on ne sait même plus pour quel problème. En écho à ce que vous venez de dire à l'instant, il y a 3 points. Dire que le risque est issu du complexe, n'est-ce pas botter en touche, un moyen pour expliquer ce qu'on ne sait pas expliquer. Laisser aux machines tout ce qu'il y a d'automatique dans le travail humain, n'est-ce pas un progrès ? Point d'interrogation. Et si un monde incertain est un monde que l'on ne peut pas prévoir, toute activité de préparation de l'avenir était-elle vaine ? Alors, je commence par la dernière question. Non, du tout. Il y a sans aucun doute parmi nous, si j'ai bien compris, M. André-Yves Portneuf en particulier, de Futurible, qui est quelqu'un qui m'a appris à me débarrasser de mes préjugés sur ce qu'on peut appeler la prospective. Qu'il faille faire, et je le remercie vivement et publiquement s'il est présent en particulier, qu'il faille faire des efforts pour envisager des scénarios possibles pour l'avenir, bien sûr. Bien sûr. Il ne s'agit pas d'aller dans le vide pour le vide. Et en plus, imaginez que vous êtes patronne d'entreprise, d'école. Regardez, si Van Casademo dit « Je ne sais pas où on va, mais on y va quand même », je pense qu'elle ne serait pas très suivie. Donc il faut aller vers quelque part. Il faut essayer. Mais ça, c'est une obligation de moyens. En sachant bien qu'on ne sait pas ce que donneront les choses. On peut faire des plans, mais les plans ne se réalisent pas nécessairement. Et alors, je m'excuse parce que je trouve les deux premières questions fondamentales et j'ai voulu répondre à la troisième, qui est tout aussi essentielle, mais est-ce que vous pouvez me redire ? Alors, laisser aux machines tout ce qu'il y a d'automatique dans le travail humain, n'est-ce pas un progrès ? Et l'autre ?
Je vais les prendre ensemble. Dire que le risque est issu du complexe, n'est-ce pas botter en touche un moyen pour dire qu'on ne peut pas tout expliquer? Alors, je vais commencer par celle qu'on vient d'entendre maintenant, et je reviendrai à la précédente. Depuis la Renaissance, nous sommes dans une culture du contrôle. Les humanistes ont entre autres dit, au travers de l'écriture de Descartes, quelque chose d'essentiel. Nous allons devenir, et je le cite, comme maîtres et possesseurs de la nature. Et toute l'humanité rêve de ça depuis toujours. Et donc il est légitime, sans aucun doute, qu'on y soit, parce que la nature, elle n'est pas toujours bienveillante, elle est assez ingrate, elle est dangereuse, menaçante. Et donc nous avons ce rêve archaïque de la maîtriser. Mais cette culture du contrôle devient unilatérale. Et nous vivons comme s'il fallait tout contrôler. Et donc dire qu'on botte en touche par rapport au risque ou l'incertitude en disant on ne sait pas et donc on s'est botté en touche, non. Mon affirmation sur l'incertitude, elle est positive. Elle n'est pas du tout par la négative. Elle revient à dire il est très bien que nous ne sachions pas tout. Parce que ça libère du futur au sens fort. Si nous savons tout, il n'y a pas d'avenir. Je vous propose d'y réfléchir bien. Si nous savons tout, il n'y a pas d'avenir. Donc ce n'est pas la peine d'y aller. Et je reviens à ma proposition qu'aujourd'hui, nous décidions de mettre fin à nos jours collectivement, joyeusement, etc. Et je vais vous dire comment s'exprime l'enjeu du point de vue du taoïsme. Il y a une phrase magnifique. Le taoïsme, au chapitre 1 du Tao Te Ching, dit ceci. Dans l'obscur, faire plus profond encore l'obscur. Alors, il faut s'asseoir pour écouter les Chinois. Hein. Je ne sais pas si parmi nous, il y a des gens de nationalité chinoise ou de culture asiatique. Vous comprendrez mieux que nous autres ce que ça veut dire. Mais je vous donne une explication médicale que j'ai entendue un jour qui m'a profondément convaincu. Nos corps sont opaques, jusqu'à nouvel ordre biotechnologique. Et quand une femme est enceinte, qu'est-ce qui se passe? Quand l'ovule est fécondé, se fixe sur la paroi intra-utérine et se met à se déployer, se développer, les cellules vont d'abord se développer en ligne, ce qui va former la moelle épinière. Et puis, au fur et à mesure, les cellules vont progressivement se recourber pour fabriquer le volume de la tête, de l'abdomen, etc. Et donc, elles vont fabriquer le volume du bébé. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans l'obscur du corps de la maman, de la mère, va se faire plus profond encore l'obscur, va se fabriquer un bébé. Et un bébé, c'est l'enfance, et c'est la définition même du futur. Ben, je crois qu'il faut que nous sachions entendre qu'il ne faut pas vouloir tout connaître. Je crois qu'il est sain de ne pas vouloir tout connaître, de ne pas présupposer que tout peut être mis sous transparence, sous contrôle et exposé de manière diurne. Il faut qu'on réapprenne ce que c'est que le sens de la nuit. Ça s'appelle du repos d'ailleurs en passant, et du rêve. Je ne comptais pas le dire, mais une chose que je trouve assez magnifique, Jacques Brel, en partant aux Marquises, où il va mourir peu de temps après, écrit une lettre à son frère et il dit « Je suis en règle avec mes rêves ». Je trouve ça magistral. En général, c'est avec le fisc ou son comptable qu'on est en règle. Lui, il parle de ses rêves. Je crois que c'est utile de cultiver ça. Et le dernier point, est-ce que c'est pas mal quand même qu'on encode des choses que les humains font par réflexe, etc. Mais oui, bien sûr. Mais oui. Si on peut rendre des travaux moins pénibles, c'est formidable. Mais on a observé en économie qu'on croyait toujours que ça permettrait aux humains de travailler moins, et ce n'est pas vrai. Donc il y a une question qui se pose de manière rémanente. La deuxième chose, c'est que même si on encode des tas de choses et on fait faire aux robots des choses que les humains ne feraient plus, d'autres choses vont devenir robotisées. Je m'explique. Dès que nous savons faire quelque chose, je ne sais pas si vous l'avez observé, mais un des critères de notre compétence, c'est qu'on n'a plus besoin de réfléchir à ce qu'on fait pour le faire. Que toutes celles et ceux qui conduisent des voitures qui ne sont pas encore autonomes s'interrogent avec honnêteté sur la manière de conduire. J'espère que vous n'y pensez pas. Parce que tant qu'on se dit « mais comment je fais pour tourner à gauche » et que où est le clignotant, on ne sait pas conduire. Autrement dit, ce que je veux dire par cette métaphore, c'est que nos compétences, on peut en mesurer l'efficacité à proportion du fait de ne pas avoir besoin de réfléchir pour faire ce qu'on doit faire. Après, on peut se consacrer à autre chose. Là où je veux en venir, c'est que si nous perdons certaines compétences qu'on délègue aux robots, d'autres vont venir, qui vont devenir réflexes aussi. Et donc, nous allons toujours être pris dans la tension entre nos compétences déjà acquises, qui sont notre sol, souvenez-vous, la base solide, et puis la capacité d'interroger, de s'ouvrir à quelque chose que nous ne savons pas. Ça, nous le serons toujours si nous voulons bien rester responsables de qui nous sommes. Et je ne sais pas s'il y a Comment peut-on conduire la révolution de nos modes de vie et de production pour permettre la survie soutenable sur la Terre,
Donc je répète, comment peut-on conduire la révolution de nos modes de vie et de nos productions pour permettre la survie soutenable sur la Terre, avec quel pouvoir et quelle légitimité pour chacun? Et quelque chose d'un peu différent, mais qui se rapproche, à mon avis, de mon point de vue. Le numérique, comme d'autres nouvelles technologies, n'existe que par ses usages. Qui définit ces usages? L'usager, le technologue, l'entrepreneur, le marché? Point d'interrogation. Je trouve en effet que les deux questions sont très très proches l'une de l'autre. La première m'effraie tellement que j'ai failli vous demander de me permettre de vous passer le micro. Mais c'est une plaisanterie, mais en même temps pas une plaisanterie, elle est gigantesque cette question. Moi je n'ai absolument pas la réponse. En revanche, j'ai des esquisses de méthodes de travail. Quand on travaille sur la complexité, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de spécifique que je n'ai pas évoqué, qui est que le plus petit et le plus grand sont en écho l'un avec l'autre, parfois très directement. Alors ce que je veux dire par là, c'est quelque chose comme l'effet papillon, dont je crois on sait tous à peu près en quoi il consiste. Un papillon prend son envol quelque part, et c'est quelque chose, un événement tout petit, qui n'a absolument aucune incidence visible immédiate, et puis il provoque ce papillon, en prenant son envol, potentiellement un tremblement de terre en Californie, si le papillon est en Chine. Et ça veut dire que le plus petit et le plus grand sont en écho l'un de l'autre. Alors ce que je crois, pourquoi j'utilise cette métaphore, c'est qu'il me semble que la seule manière de répondre à la question qui est mais comment on va assurer de manière efficace une transition écologique au niveau mondial, c'est qu'il faut qu'on s'y mette à tout petits pas. Même les organisations de conférences internationales actuelles sont toutes petites. Mais si on ne décide pas d'enclencher, de s'y mettre à tout petits pas, il ne va rien se passer. Mais on peut ajouter à cette proposition de s'y mettre à tout petits pas qu'il est assez utile et intéressant de faire foi aux petites choses. Nous sommes dans un monde qui s'est mondialisé. L'une des personnes qui l'a le mieux vu en écrivant L'homme révolté est Albert Camus. Et Albert Camus, dans le plaidoyer pour la révolte au détriment de la révolution, je vous fais très brièvement son raisonnement, mais il observe quelque chose qui est ceci. Les révolutions d'État sont toujours devenues des révolutions terroristes, que ce soit par un terrorisme irrationnel, ceux d'extrême droite, ou rationnel, ceux de la gauche. Et il dit, les révolutions, autrement dit les grandes échelles, conduisent à d'énormes problèmes. Il est capital de réapprendre la révolte intérieure et la révolte locale, la posture d'essayer sans cesse. J'en reviens à l'obligation de moyens. Et il dit, Camus, il faut qu'on réapprenne le sens de la présence. Chacune et chacun de nous est responsable localement, là où il ou elle se trouve. Mais déjà, si on fait ça, je pense qu'on a des chances de favoriser que se passe un changement de fond. Ce qui est important dans cet exercice, c'est de tenir compte de la mondialisation, mais de ne pas rester prisonnier dans la manière de poser nos questions, de l'échelle à laquelle se posent nos questions maintenant. Nous avons sans cesse, bien sûr, tout le monde entier dans la tête. Et parfois, nos actions portent très loin, immédiatement, par le biais d'Internet, etc. Mais nous avons aussi une vie locale. J'intervenais récemment sur la notion de l'ailleurs. C'est intéressant d'observer qu'il n'y a pas d'ailleurs s'il n'y a pas d'ici. Et je crois que si nous reprenons conscience de la puissante efficacité de notre présence ici maintenant, les uns avec les autres, donc du relationnel des uns avec les autres, on peut enclencher que localement s'exerce et se prépare et s'alimente une prise de conscience qui devienne efficace sur des questions aussi fondamentales que la transition écologique. J'imagine bien que ma réponse est extrêmement décevante parce que je n'ai pas du tout de réponse, si ce n'est qu'il faut se mettre à présupposer que c'est possible, qu'il se passe quelque chose de bien. Et le faire localement, y œuvrer autant qu'on peut localement, même si le local consiste à participer à une pétition pour une loi ou je ne sais quoi. Et j'ajouterai volontiers un deuxième point. Colin Serrault, dans son film « Solution locale à problème global », qui remonte à, je crois, 2007 ou 2004, il me semble. Elle a interviewé pas mal de gens dans le domaine de l'agro-industrie et qui cherchaient à mettre à l'œuvre des alternatives dans la production. Et elle interviewe quelqu'un qui dit à un moment... Le seul moyen de ne pas dépendre le seul moyen de lutter contre les multinationales, à supposer qu'il faille lutter. Moi, je traduirais volontiers, il faut lutter contre l'homogénéité d'un regard. Le seul moyen de lutter contre l'homogénéité d'un regard, c'est de ne pas dépendre de ce regard. Je crois que nous avons à nous déloger du regard qu'on porte sur les choses. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis permis l'outrecuidance de dire, en commençant, je ne connais rien aux nouvelles technologies et c'est pour ça que je vais en parler. Ce dont
on est en train de parler, c'est du rapport que nous entretenons aux nouvelles technologies. Et nous sommes toutes et tous fondamentalement légitimes à en parler pour s'en démarquer si on veut, ou en tout cas à les tenir à distance quand on veut, et à s'y rapporter quand on veut, de manière libre, sans en dépendre. Et j'insiste bien, ce ne sont pas les technologies qui m'inquiètent, c'est la manière actuellement homogène, de plus en plus soumise à l'avance, dont nous nous y rapportons. Si l'incertitude est non prévisible, que pensez-vous de la notion du signe noir due à Nassim Taleb, le livre « La puissance imprévisible » ? Alors là, il faudrait que j'en sache plus. La notion du signe noir. Ah, pardon. Ça, c'est un signal faible. Un signe noir, on les a tous sous la main. C'est-à-dire, il faut qu'on réapprenne à regarder. Lorsque nous sommes déjà pris, et nous sommes toutes et tous toujours déjà pris dans des habitudes, dans des compétences, dans des réflexes, dans des routines, et si nous nous laissons prendre par qui nous sommes déjà ou par ce que nous savons déjà faire, et ne cultivons pas notre exercice de l'attention au temps présent, il y a plein de signes noirs qui peuvent arriver sans qu'on les voie venir. Il existe une vidéo très très célèbre que certains ou certaines d'entre vous connaissent peut-être. Je vous la raconte même si ça peut empêcher qu'elle fasse son effet quand vous la regarderez. C'est une équipe qui joue du basket. Alors il est dit, quand on passe une première séquence, regardez bien et comptez le nombre de passes que se font les joueurs. Et alors on compte le nombre de passes. La vidéo dure 2 minutes, c'est très court. N'hésitez pas à vous mettre basket, vidéo, n'allez pas maintenant, restons ensemble, mais on verra plus tard. Mais je vous conseille vivement. En tout cas, vous comptez le nombre de passes. Et en général, d'ailleurs, on s'aperçoit que les gens ne sont pas d'accord sur le nombre de passes. Il y a un nombre de passes autant que de gens. Et puis, après, on dit, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé entre-temps ? Et on repasse la vidéo sans demander aux gens de compter le nombre de passes. Et là, on s'aperçoit que parmi les joueurs passe un gorille que personne n'avait jamais vu. C'est le signe noir. Et l'idée, c'est quoi ? C'est que quand nous sommes préoccupés du quotidien, dans la nécessité de délivrer, de faire les choses, d'être efficace, d'être dans le résultat, on ne voit pas les signes noirs. Si on lève un peu la tête, qu'on lève le nez du guidon, qu'on prend du recul, qu'on s'exerce à interroger, à poser des questions, on devient beaucoup plus vigilant et capable de voir les signes noirs. Et ça dépend de nous tous. Nous avons tous des habitudes qui, structurellement, rendent notre regard rétréci et nous font louper des tas de choses. Nous devons cultiver de réapprendre, alors j'aime bien le formuler de manière provocatrice, mais je le fais très vite, à ne servir à rien. Le court terme efficace, c'est d'être sans cesse utile, comme faire une passe au basket. Mais ne pas compter les passes, ne servir à rien, regarder pour rien les choses. Et là, on commence à revoir les choses. Compte tenu du degré d'incertitude de notre époque, comment voulez-vous perdre de vue l'objectif d'émancipation ? Je vais y arriver. Vous pouvez la redire ? Compte tenu... C'était pour vous réveiller un peu. Compte tenu du degré d'incertitude de notre époque, comment voulez-vous perdre de vue l'objectif d'émancipation ? Je vais y arriver. D'émancipation. Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question et la personne qui l'a écrite verra et qu'elle s'insurge si je ne la comprends pas. L'idée consiste à dire que parce qu'on a plein d'incertitudes, on s'émancipe automatiquement, si je puis dire. Est-ce que c'est ça ? Mais moi, je souscris à l'incertitude. À supposer qu'on ne soit pas pris dans le fait que l'incertitude ne fait que nous faire peur. Pourquoi tout à l'heure, je me suis permis un exemple trivial en disant tomber amoureux, etc. L'incertitude, ça peut être quelque chose de très, très positif. Et quand on parle d'incertitude dans une époque de contrôle, il y a une présupposition inconsciente, tacite, spontanée, comme quoi ce qu'on ne sait pas serait automatiquement seulement du danger. Mais non. Et je pense que vous avez parfaitement raison de dire, on est parfaitement prêt à s'émanciper quand on sait qu'on ne sait pas. Parce que là, on peut voir des opportunités qui étaient jusque-là invisibles. Si on n'est que dans le contrôle, on n'est pas ouvert à ce qui arrive. Si on regarde, alors là, on peut commencer à voir des tas de choses qu'on n'avait pas prévues. On dit souvent, un bon directeur, une bonne directrice, c'est quelqu'un, alors Sylvain dira si elle le fait ou pas, mais qui de temps en temps passe son temps à regarder par la fenêtre, à ne rien faire surtout. Parce que là, le regard s'ouvre. Là, le regard s'ouvre. Pardon. Alors, une question...
Est-ce seulement à cause de la complexité que nous sommes en désaccord les uns avec les autres? N'est-ce pas aussi à cause des lois humaines implicites la raison du plus fort? Je ne résiste pas à mettre en relation cette question avec la question des genres que je travaille beaucoup et je la trouve très importante. Et pourquoi je fais ça? C'est que la raison du plus fort, bien sûr, il y a des plus forts. Et du coup, il y a des conflits. Moi, je pense, sans que ça ne vise personne, mais ça vise un système, ça vise un système de responsabilité. Je crois qu'on est dans un écart de marge de manœuvre et de moyens, en particulier économiques, gigantesques, favorisés par une exacerbation de la puissance financière. Et je crois que je ne suis pas du tout le seul à le penser. L'écart qu'il y a entre de moins en moins de gens de plus en plus riches et de plus en plus de gens qui ne sont pas de plus en plus pauvres nécessairement, mais qui n'ont pas les moyens qu'ont les plus en plus riches, c'est un argument est presque marxiste. Et en termes de diagnostic, Marx n'a peut-être pas cessé d'avoir raison. Mais en gros, il y a une tension, et donc il y a des dominants, c'est vrai. Mais en même temps, ce qui apparaît, c'est que quand on se révolte contre les dominants, il y a une exacerbation d'accusations. Et je crois que là, c'est vraiment un problème. C'est-à-dire qu'il faudrait arriver à se révolter sans accuser les dominants. Mais il faudrait arriver à se révolter en dépassant les situations où il y a des dominants. Et je pense en particulier sur la question des genres, ce qui est capital, c'est qu'on lutte ensemble pour qu'une égalisation des droits et du respect ait enfin lieu. Mais surtout pas que l'égalisation implique ou passe par une revanche, qui n'est qu'exacerbation de conflits. Et donc même par rapport aux dominants, ce n'est pas la lutte qui est en jeu. Une révolution mondiale contre la finance mondiale, à mon avis, n'a pas de sens. En revanche, une posture qui fait qu'on dépasse ensemble le système où nous nous trouvons actuellement, et je ne sais pas comment, je n'ai pas la réponse, mais c'est ça qui me paraîtrait le meilleur moyen d'enclencher quelque chose. Mais bien sûr, tant qu'il y a des dominants, et qu'on se dit « mais moi je ne suis pas dominant, je suis dominé », c'est tendu, c'est crispé. Je pense qu'il y a des moyens de faire les choses en douceur. Je reviens à Camus, il dit « il y a la puissance du typhon, il y a l'efficacité du typhon », ça ce sont les révolutions, et là, entendant bien Camus, il dit « il y a aussi l'efficacité de la sève ». Et l'efficacité de la sève, c'est de mettre en route le goût, la saveur, le goût de penser, le goût de réfléchir, d'être avec et d'aller vers un monde ensemble en douceur. Je pense que c'est pas mal qu'on tente de réapprendre ça. Moi, je ne sais pas le faire, mais je suis sûr qu'on peut essayer de le faire ensemble. Et pour conclure, dans la ligne de ce que vous venez de dire, peut-on encore croire que la lutte vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme? Peut-on encore imaginer un Sisyphe heureux? Sisyphe heureux. Je ne résiste pas, pour répondre à cette question, à citer une phrase de René Char que j'avais eue en épreuve, je ne dirais pas où et comment, mais en philo, et heureusement il y a longtemps, je n'avais rien compris. Mais vous allez voir, il y avait de quoi. La phrase de Char. L'indifférence à l'histoire, l'obsession de la moisson et l'indifférence à l'histoire sont les deux extrémités de mon arc. Commentez. Je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. Non, j'ai pas fini. Je vais quand même donner l'explication et après. Je l'ai comprise, à supposer je l'ai comprise, il y a à peu près 4 mois en relisant Camus. Parce qu'il y avait une citation de l'homme révolté à côté. Ils avaient dit, vous pourrez vous appuyer sur Albert Camus pour expliquer. C'était encore plus obscur. Mais en fait, ça veut dire quoi? L'indifférence à l'histoire, c'est... Oui, il y a de l'histoire, c'est vrai. Mais ne nous laissons pas manger par le passé. Et l'obsession de la moisson, c'est récoltons ce que donne, par exemple, la vue d'un bel endroit par un peintre. La moisson, ce sont les œuvres d'art qui viennent quand on regarde les choses. Tenons-nous au présent des choses, alors là, on pourra les savourer. Voilà en tout cas comment je crois Camus l'a compris. Et ils étaient très amis, hein. Camus et Char, ils ont beaucoup partagé. Donc il est très certain qu'ils ont peut-être même écrit en contrepoint l'un de l'autre, l'extrait de l'homme révolté qui avait été donné, et cette phrase de Char que je vous redis, elle est tellement belle, mais incompréhensible. Si l'indifférence à l'histoire et l'obsession de la moisson sont les deux extrémités de mon arc. Je crois que ce serait une bonne recommandation pour le futur, pour tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Laurent.